Le Burkina Faso, un petit pays enclavé d'Afrique de l'Ouest, a pris une décision qui a choqué le monde entier. À minuit, la révolte s'est manifestée par un simple décret, la révocation de tous les permis miniers étrangers. Ibrahim Traoré, le jeune capitaine de 34 ans, a annoncé que les ressources du pays ne seraient plus exploitées au profit des grandes puissances étrangères. Cette décision a secoué l'économie mondiale, mais pour le peuple burkinabé, c'était un acte de justice. Mais qui est vraiment derrière ce changement radical? Ibrahim Traoré, véritable héros national ou homme d'un système à réformer? Le Burkina Faso a toujours été perçu comme un pays pauvre, malgré ses ressources naturelles abondantes, en particulier l'or. Cependant, pendant des années, une grande partie de cette richesse a été exploitée par des entreprises minières étrangères, souvent au détriment des populations locales. Mais avec la récente décision de révoquer tous les permis miniers étrangers, Ibrahim Traoré a ouvert une nouvelle ère pour la souveraineté économique du pays. Ce geste audacieux n'était pas simplement une mesure économique, c'était une déclaration politique forte, un appel à la justice sociale pour un peuple longtemps ignoré par la communauté internationale. Les enjeux étaient énormes. Cette décision risquait non seulement d'isoler le Burkina Faso sur le plan international, mais aussi de perturber les relations avec les investisseurs étrangers, notamment en France, au Canada et au Royaume-Uni. Mais pour Traoré, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Pour lui, il s'agissait de redonner le contrôle des ressources naturelles au peuple burkinabé. Cela ne se faisait pas sans risque, mais pour la première fois depuis des décennies, un pays africain avait osé défier le système mondial. Le décret de minuit, signé par Ibrahim Traoré, a provoqué une onde de choc mondial. Les experts économiques ont qualifié cette décision de suicide économique, un coup fatal pour une économie déjà fragile. Les investissements étrangers ont commencé à fuir, et les grandes entreprises minières se sont retirées du pays. Pourtant, dans les rues de Ouagadougou, l'ambiance était tout autre. La population, longtemps écrasée par la pauvreté malgré la richesse en ressources naturelles, célébrait ce que beaucoup considéraient comme une victoire de la souveraineté. Depuis des décennies, l'or du Burkina Faso avait coulé à flot, mais pour la majorité de la population, il était resté invisible, échappant à leur contrôle. En 2023, le pays produisait près de 69% de ses exportations d'or, mais demeurait l'un des pays les plus pauvres au monde. Les multinationales étrangères, protégées par des contrats opaques, exploitaient les ressources sans investir dans le développement local, laissant le pays dans une pauvreté dévastatrice. Le président Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir après un coup d'État militaire, avait promis de changer cela. Fort de son expérience dans l'armée, il savait que la liberté économique passait par la reconquête des ressources naturelles. Il a alors mis en place la loi 0116-2024, un code minier radical qui prévoyait la révocation de tous les permis miniers étrangers jugés frauduleux. En ciblant des entreprises comme Salma International et Ouedraogo Muhammadu, il a ouvert la voie à une transformation qui secouerait non seulement le Burkina Faso, mais aussi l'ensemble de l'Afrique. Cette loi n'était pas qu'un simple changement de politique. Elle représentait une rupture avec des décennies de néocolonialisme économique, une manière pour le Burkina Faso de redéfinir ses relations avec le reste du monde. Ibrahim Traoré, un homme au passé militaire et à la vision résolument tournée vers l'avenir, est l'incarnation du changement au Burkina Faso. Son ascension fulgurante à la tête du pays a pris de court non seulement la communauté internationale, mais aussi de nombreux Burkinabés. Mais c'est son engagement en faveur de l'indépendance économique qui le distingue des autres dirigeants du continent. Traoré, loin d'être un simple produit de l'armée, est perçu par une grande partie de la population comme un sauveur, un homme qui a compris que la véritable liberté pour son pays passe par la reconquête de ses ressources naturelles. La décision d'annuler les contrats miniers étrangers a immédiatement eu des effets dramatiques. Dans les jours qui ont suivi l'annonce, les actions des grandes entreprises minières se sont effondrées et des centaines de millions de dollars ont été retirés des marchés financiers. Les analystes internationaux, d'abord incrédules, ont rapidement commencé à qualifier cette politique de nationalisme économique et ont mis en garde contre un possible effondrement de l'économie. Pourtant, dans les rues de la capitale, le bruit des célébrations ne cessait de croître. Les travailleurs des mines, longtemps exploités et sous-payés, ont vu dans cette décision un espoir réel de changement. Traoré, malgré les critiques et les pressions internationales, a maintenu sa position.
Il a même expliqué que ce n'était pas une attaque contre les investisseurs étrangers, mais une action visant à corriger des injustices systématiques. Notre or doit nourrir nos enfants, pas les banques étrangères, a-t-il déclaré lors d'un discours télévisé qui a marqué l'histoire du pays. L'annonce d'Ibrahim Traoré révoquant les permis miniers étrangers a marqué le début d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso. Ce décret n'était pas qu'une simple mesure administrative, il symbolisait la fin d'une ère de soumission et l'ouverture d'une période de lutte pour la souveraineté. À partir de ce moment-là, chaque mouvement du gouvernement burkinabé allait être scruté, et l'effet boule de neige de cette décision allait se faire sentir bien au-delà des frontières du pays. Le premier choc a été économique. Les investisseurs étrangers, qui avaient dominé le secteur minier pendant des décennies, ont immédiatement réagi. Les actions de sociétés comme Salma Mining et d'autres entreprises minières opérant au Burkina Faso ont chuté de manière spectaculaire. Les analystes économiques ont prédit un effondrement rapide de l'économie, se basant sur le retrait massif des investissements. Toutefois, au lieu d'un effondrement, la réalité a été tout autre. Alors que l'économie semblait en danger, un mouvement populaire a émergé, le peuple burkinabé, notamment les mineurs et les travailleurs locaux, ont vu dans cette révolte un acte de justice. Pour la première fois, l'or du pays allait profiter aux citoyens et non à des multinationales étrangères. Les premiers mois ont été difficiles. De nombreuses entreprises étrangères ont abandonné leurs sites miniers, ce qui a entraîné une période de transition chaotique. Mais le gouvernement a mis en place une série de mesures pour gérer cette crise. Le rôle des sociétés d'État a été renforcé. Ces entreprises locales ont repris la gestion des mines, tout en respectant des normes strictes de sécurité et d'éthique. Ce virage vers la gestion nationale a non seulement assuré la continuité de la production minière, mais il a également permis au Burkina Faso de mieux contrôler ses ressources. En parallèle, la situation géopolitique en Afrique de l'Ouest a commencé à évoluer. Le message de Traoré n'a pas seulement résonné à l'intérieur des frontières du Burkina Faso. Dans le Sahel, les régimes voisins ont commencé à prendre note. Le Mali et le Niger particulièrement ont observé la situation avec une grande attention. Le changement initié par Traoré a servi de catalyseur pour une prise de conscience régionale. Ce qui semblait être une décision isolée a, en fait, ouvert la voie à une rébellion silencieuse dans tout le Sahel. À l'échelle internationale, les puissances occidentales ont exprimé leur inquiétude. L'Union européenne, les États-Unis et même la France ont émis des avertissements sur les conséquences potentielles de cette politique. Les menaces de sanctions ont été brandies et des pressions diplomatiques ont été exercées sur le gouvernement burkinabé. Cependant, Traoré est resté inflexible. Il a rappelé que le Burkina Faso n'était pas contre les investissements étrangers, mais contre l'impunité et l'exploitation systématique de ses ressources naturelles. Il a insisté sur le fait que la révoquer les permis miniers étrangers était une manière de récupérer ce qui appartenait légitimement au peuple. La décision de révoquer les permis a ouvert un nouveau chapitre, mais elle a également déclenché des tensions qui allaient se prolonger dans les années à venir. Les forces extérieures, qui avaient longtemps profité de l'exploitation minière au Burkina Faso, n'étaient pas prêtes à accepter cette transformation sans résistance. Cependant, dans les rues de Ouagadougou, une nouvelle fierté nationale a pris forme, alimentée par un espoir renouvelé. Mais à quel prix ce changement serait-il payé et quelle direction prendra-t-il dans les mois et les années à venir ? Les effets de la décision d'Ibrahim Traoré de révoquer les permis miniers étrangers peuvent être mesurés à travers plusieurs indicateurs économiques clés. Alors que de nombreux experts s'attendaient à un effondrement rapide de l'économie, les données réelles ont montré une résilience surprenante, même face à la fuite des investisseurs. Tout d'abord, la production d'or, qui constituait une part essentielle des exportations du Burkina Faso, a montré des signes de stabilité. Avant la mise en place de la réforme, le pays produisait environ 69% de ses exportations en or, mais il restait l'un des pays les plus pauvres du monde. Pourtant, après la réorganisation des permis et l'augmentation du contrôle national, la production d'or a continué de croître. En 2024, les statistiques ont révélé une augmentation de 10% de la production minière, malgré le départ des multinationales. Ce chiffre est crucial pour évaluer la rentabilité de la nationalisation des ressources naturelles. Le deuxième indicateur important a été l'augmentation des recettes fiscales. Alors que les sociétés minières étrangères
payaient des taxes minimales et utilisaient des structures fiscales complexes pour échapper aux obligations, les entreprises locales sous contrôle national ont généré des recettes beaucoup plus substantielles. Les premières données fiscales en 2024 ont montré une hausse de près de 40% des recettes provenant des taxes sur l'exploitation minière. Cette augmentation a permis au gouvernement de financer de nouveaux projets d'infrastructures, notamment dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Pour la première fois, les bénéfices de l'exploitation minière ont été directement réinvestis dans le développement du pays, plutôt que d'être envoyés à l'étranger. Troisièmement, l'impact sur l'emploi local a été significatif. Avant la réforme, les entreprises minières étrangères emploient une main-d'œuvre locale, mais dans des conditions précaires et sous-payées. Après la mise en place de la loi 0116-2024, les sociétés d'État ont recruté massivement au niveau local, entraînant une augmentation de l'emploi de plus de 15%. Les mineurs burkinabés, auparavant confinés aux rôles les plus subalternes, ont commencé à occuper des positions de gestion et de supervision. Cette transformation de la structure du marché du travail a également renforcé la cohésion sociale, car de plus en plus de Burkinabés ont vu leurs conditions de vie s'améliorer. Cependant, cette croissance n'a pas été sans défi. Les entreprises étrangères qui ont quitté le pays ont laissé derrière elles des sites miniers, parfois mal entretenus et nécessitant une réhabilitation. Le gouvernement burkinabé a dû investir dans la remise en état de ces sites pour éviter une dégradation environnementale importante. Cela a entraîné des coûts supplémentaires, mais ces investissements étaient considérés comme nécessaires pour garantir la durabilité à long terme de l'exploitation minière nationale. L'ensemble de ces chiffres montre que, loin d'être un suicide économique, la réforme minière du Burkina Faso a eu des résultats mesurables qui montrent l'efficacité de la nationalisation des ressources naturelles. Bien sûr, il reste des défis à surmonter, mais les bases ont été posées pour un avenir plus autonome. La décision d'Ibrahim Traoré de révoquer les permis miniers étrangers a suscité des débats intenses à l'échelle internationale. D'un côté, les partisans de la nationalisation des ressources naturelles affirment que cette réforme représente une avancée historique pour la souveraineté économique de l'Afrique. En effet, ils soutiennent que les ressources du continent doivent bénéficier aux populations locales, plutôt qu'aux grandes multinationales qui profitent de la main-d'œuvre bon marché et des lois laxistes. Ils citent l'exemple de l'Indonésie, qui après avoir nationalisé une partie de ses ressources a vu ses revenus augmenter de manière significative, tout en offrant de meilleures conditions de vie à sa population. Cependant, l'opposition à cette réforme, particulièrement de la part des investisseurs étrangers et des institutions financières internationales, est également forte. Ceux-ci mettent en avant le risque d'un climat d'incertitude qui pourrait dissuader les futurs investissements dans la région. L'une des critiques majeures c'est que, en révoquant les permis sans compensation, Traoré a peut-être sapé la confiance des investisseurs, créant ainsi un précédent dangereux. Selon certains analystes, cette décision pourrait avoir des répercussions négatives sur l'attractivité du pays pour d'autres secteurs économiques, qui pourraient se sentir également menacés par de futures nationalisations. De plus, certains estiment que le Burkina Faso, en optant pour cette politique, pourrait perdre le soutien des grandes puissances économiques mondiales, notamment la France, qui a traditionnellement été un partenaire économique clé en Afrique. La France, comme d'autres pays européens, a exprimé des préoccupations quant à l'impact de cette politique sur les relations bilatérales et sur les investissements dans la région. Les sanctions économiques ou les pressions diplomatiques pourraient, selon ces critiques, isoler davantage le pays et compromettre ses relations avec ses voisins. Toutefois, les défenseurs de Traoré rétorquent que ce changement est nécessaire pour briser les chaînes du néocolonialisme et pour que l'Afrique prenne enfin le contrôle de ses richesses. Le succès des premières années de la réforme, avec des chiffres positifs dans la production minière et une croissance des recettes fiscales, est perçu comme un signe que cette politique est viable à long terme. Le point tournant dans cette réforme a été atteint lorsque la production d'or du Burkina Faso a non seulement survécu, mais a également augmenté après la nationalisation des mines. Alors que les analystes prédisaient un effondrement immédiat, le pays a non seulement maintenu son niveau de production, mais a vu une croissance de 10% en 2024. Cette réussite a renversé les attentes et a prouvé que la nationalisation des ressources naturelles pouvait être bénéfique même dans des conditions économiques difficiles. Les décisions prises après le retrait des multinationales ont montré une gestion plus efficace des ressources locales.
L'État burkinabé a investi dans la remise en état des mines abandonnées et a mis en place des entreprises publiques pour gérer la production d'or. Ce changement de gestion a permis de garantir une production stable et de redistribuer les bénéfices de manière plus équitable à la population, notamment en finançant des infrastructures et des services publics. Cependant, cette transition n'a pas été sans obstacle. Les pressions externes, notamment des menaces de sanctions économiques, ont continué de croître. Mais malgré ces défis, le Burkina Faso a commencé à montrer qu'il pouvait non seulement résister, mais aussi prospérer dans un monde où l'exploitation des ressources n'était plus un simple jeu de pouvoir international. Les conséquences de la décision radicale d'Ibrahim Traoré de révoquer les permis miniers étrangers se sont ressenties non seulement au Burkina Faso, mais aussi dans toute la région du Sahel et même au-delà. L'impact immédiat a été une secousse économique, mais à long terme, cette décision a ouvert un débat crucial sur la souveraineté des ressources naturelles en Afrique. Concernant le Burkina Faso, l'un des premiers effets visibles a été l'augmentation de la production d'or, bien que certains secteurs aient subi une période de transition difficile. Le gouvernement burkinabé a repris la gestion des mines laissées vacantes par les sociétés étrangères. En 2024, la production minière a montré une hausse de 10%, un signe que la gestion locale pouvait réussir là où les multinationales avaient échoué. Cette augmentation n'était pas seulement symbolique, elle avait des répercussions directes sur l'économie nationale. Les recettes fiscales générées par l'exploitation des mines ont connu une augmentation de 40%, permettant au gouvernement de financer des projets d'infrastructure, d'éducation et de santé, secteurs négligés pendant des décennies. Quant à la population burkinabé, les travailleurs locaux, qui étaient précédemment sous-payés et exploités par les entreprises minières étrangères, ont vu leurs conditions de travail s'améliorer. En outre, le taux d'emploi dans le secteur minier a augmenté de 15%, les Burkinabés occupant désormais des rôles de gestion et de supervision. Le sentiment nationaliste a grandi, et l'on a vu émerger une fierté collective qui n'avait jamais été aussi présente dans le pays. Les écoles et hôpitaux nouvellement financés par les revenus de l'or ont montré que les bénéfices des ressources naturelles pouvaient enfin être utilisés au profit du peuple. En ce qui concerne la région, le modèle burkinabé a inspiré d'autres pays du Sahel. Le Mali et le Niger ont suivi l'exemple du Burkina Faso en réévaluant leurs propres contrats miniers et en prenant des mesures similaires pour nationaliser certaines ressources. Le message était clair, l'Afrique ne se contenterait plus d'être un réservoir de ressources pour les puissances étrangères. Un nouveau front de souveraineté économique était en marche, et cette décision de Traoré a joué un rôle clé dans ce processus. Sur le plan international, les grandes puissances économiques, telles que la France et les États-Unis, ont réagi avec une certaine inquiétude. Des discussions sur les sanctions et des avertissements sur l'instabilité politique ont été émis. Les entreprises minières internationales, principalement européennes et canadiennes, ont retiré leurs investissements et certains analystes ont averti que cela pourrait avoir des répercussions sur la stabilité économique régionale. Cependant, dans les coulisses, des discussions ont commencé à se mettre en place pour adapter les relations avec le Burkina Faso. Les entreprises chinoises et turques, par exemple, ont été plus réceptives à la situation et ont commencé à négocier de nouveaux partenariats. Un signe que le monde était peut-être prêt à accepter un modèle économique plus équitable pour l'Afrique. Quelles conséquences durables ce changement pourrait-il entraîner pour le reste de l'Afrique et la géopolitique mondiale ? L'avenir du Burkina Faso et de ses réformes minérales se dessine à travers plusieurs scénarios possibles, chacun avec ses propres implications économiques, sociales et géopolitiques. Les décisions prises au cours des 6 à 12 prochains mois détermineront si cette révolution économique s'avérera être un modèle pour l'Afrique ou un pari risqué qui pourrait entraîner de nouvelles tensions. Dans un scénario de base, celui de la stabilité et de la croissance continue, on envisage une stabilité relative, avec des progrès continus dans la gestion des ressources naturelles et une augmentation des investissements locaux. L'exploitation minière nationale pourrait encore croître grâce à des politiques d'incitation et à la réhabilitation des sites miniers laissés vacants. La population bénéficierait de cette transition, avec un développement accru des infrastructures et des services publics. Le Burkina Faso pourrait commencer à négocier de nouveaux accords de partenariat avec des pays émergents, comme la Chine et la Turquie, qui ont montré une plus grande volonté de coopérer dans ce nouveau cadre économique. Dans ce scénario,
L'économie burkinabé serait mieux placée pour résister aux pressions extérieures et pour diversifier ses secteurs d'activité, réduisant ainsi sa dépendance à l'or. Dans un scénario optimiste, celui d'une révolution qui inspire le Sahel, on envisage que le succès du Burkina Faso suscite un effet domino dans toute la région du Sahel. Le Mali, le Niger et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest pourraient suivre l'exemple du Burkina Faso, mettant en œuvre des politiques similaires de nationalisation des ressources naturelles. Ce scénario de convergence régionale pourrait être marqué par une augmentation significative de l'influence politique et économique de l'Afrique dans le monde, avec un Sahel unifié et plus autonome. Les pays de la région pourraient négocier de manière plus équitable avec les grandes puissances économiques, créant ainsi un bloc géopolitique plus solide. L'exemple burkinabé pourrait également inspirer d'autres nations africaines à repenser leurs relations avec les multinationales, établissant ainsi un modèle de souveraineté économique sur le continent. Enfin, dans un scénario pessimiste, celui de l'isolement et des conflits internes, un avenir plus sombre se dessine si le Burkina Faso se retrouve face à des sanctions économiques sévères et à un isolement diplomatique croissant. Les pressions internationales pourraient devenir insoutenables avec des investisseurs étrangers se retirant complètement et les grandes puissances occidentales imposant des sanctions ciblées. L'isolement du Burkina Faso pourrait également alimenter des tensions internes, certains secteurs de la population pouvant se sentir privés des bénéfices potentiels d'un engagement plus large avec la communauté internationale. Les groupes d'opposition pourraient exploiter ce mécontentement pour affaiblir le gouvernement. Si la situation économique venait à se dégrader, le gouvernement pourrait perdre sa crédibilité, et les espoirs de développement national pourraient être réduits à néant. Dans ce cas, la réforme de Traoré, bien qu'idéologique, risquerait de sombrer dans un échec économique et social. Quel scénario est le plus le plus probable, et quelles actions le gouvernement burkinabé devra-t-il entreprendre pour maximiser ses chances de succès dans les mois à venir? Le choix radical d'Ibrahim Traoré de révoquer les permis miniers étrangers est plus qu'une simple réforme économique. C'est un appel à la réflexion pour tous les Africains et au-delà. En remettant en question le système économique mondial qui profite depuis trop longtemps des ressources naturelles du continent, Traoré invite à une prise de conscience collective. Mais pour comprendre véritablement les enjeux de cette décision, il est important de se poser une question fondamentale. À qui appartiennent les ressources de notre planète ? Au Burkina Faso, cette réforme n'est pas simplement une question d'économie, c'est une question de dignité et de souveraineté. Les Burkinabés ont été témoins pendant des décennies de l'exploitation de leur or, de leurs terres, sans que les bénéfices ne soient réinvestis dans leur propre développement. Aujourd'hui, cette décision de nationaliser les mines leur redonne la possibilité de décider de leur avenir économique. C'est un message fort non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour les pays en développement du monde entier. La souveraineté économique est essentielle pour garantir une véritable indépendance. Mais ce n'est pas uniquement le gouvernement de Traoré qui porte ce fardeau. C'est chaque citoyen burkinabé qui devra participer à ce processus de transformation. Ce changement nécessite une collaboration entre le secteur public, le secteur privé et la société civile. Pour que la réforme soit réellement un succès, il faut que chaque burkinabé, qu'il soit mineur, entrepreneur ou étudiant, comprenne qu'il a un rôle à jouer dans la construction de ce nouvel avenir. Que pouvez-vous, en tant que spectateur, tirer de cette histoire? Est-ce que ce modèle peut inspirer d'autres pays à prendre des mesures similaires pour s'émanciper des chaînes de la dépendance économique? La réussite de la nationalisation des ressources au Burkina Faso dépendra de plusieurs étapes clés dans les mois à venir. Si cette réforme est destinée à perdurer, un plan structuré et une gestion efficace sont essentiels. Voici les étapes possibles pour garantir que ce modèle soit non seulement une réussite à court terme, mais qu'il puisse aussi se transformer en un véritable levier de développement durable pour le pays. La première étape consiste à renforcer les institutions locales de gestion des ressources naturelles. Le premier pas vers la réussite est de renforcer les capacités locales en matière de gestion des ressources naturelles. Le Burkina Faso doit investir dans la formation d'experts en gestion minière et en développement durable. Les sociétés d'État qui gèrent désormais l'exploitation des mines doivent être soutenues par des institutions solides et transparentes, capables de surveiller les opérations et d'assurer une redistribution équitable des bénéfices. La deuxième étape vise à encourager les partenariats régionaux
et continentaux. Le Burkina Faso, en tant que leader de ce mouvement de nationalisation, devrait renforcer les liens avec ses voisins. Le Mali et le Niger, qui suivent déjà l'exemple du Burkina Faso, doivent partager leurs connaissances et leurs stratégies. Une coopération renforcée entre les pays du Sahel pourrait créer un bloc économique plus fort, capable de négocier sur un pied d'égalité avec les grandes puissances internationales. La troisième étape porte sur la diversification de l'économie. Il est impératif que le Burkina Faso ne se repose pas uniquement sur ses ressources minières. Le pays doit investir dans la diversification économique. Cela pourrait inclure l'agriculture, les énergies renouvelables et le secteur manufacturier. Cela permettrait non seulement de réduire la dépendance aux exportations d'or, mais aussi de créer de nouvelles opportunités d'emploi pour les jeunes générations. La quatrième étape concerne l'amélioration des infrastructures. Les revenus issus de la nationalisation doivent être utilisés pour améliorer les infrastructures de base du pays, notamment les routes, les écoles, les hôpitaux et l'accès à l'eau potable. Ces investissements renforceront la cohésion sociale et créeront un environnement propice au développement économique durable. Enfin, la cinquième étape est d'assurer la stabilité politique et sociale. Il est crucial de maintenir la stabilité politique et sociale. Le Burkina Faso doit éviter de tomber dans les conflits internes ou la corruption qui pourrait nuire à la mise en œuvre de la réforme. Le gouvernement doit travailler à apaiser les tensions et à renforcer la confiance de la population dans le processus. Si ces étapes sont suivies avec rigueur, le Burkina Faso pourrait non seulement réussir à exploiter ses ressources pour son propre bénéfice, mais aussi servir de modèle pour d'autres nations en quête d'indépendance économique. Le Burkina Faso, à travers la décision audacieuse d'Ibrahim Traoré, a fait un choix qui résonne au-delà des frontières de l'Afrique. Il ne s'agit pas simplement de la nationalisation des mines, mais d'un acte de souveraineté, d'une redéfinition du rapport entre l'Afrique et le reste du monde.